L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe, Hugues Gonneau. Bonjour tout le monde. Salut à toi. Bienvenue. Hugues, on va parler d'une voiture fascinante et que j'ai possédée aussi. On va parler de la Pontiac GTO, non pas de la Ferrari 288 GTO ou 250 GTO, parce que la signification GTO s'est retrouvée chez plusieurs manufacturiers. Absolument. Mais là, on va parler de Pontiac et du pourquoi. Et du pourquoi. Et du pourquoi. Ça va être intéressant. On va évidemment parler aussi du Chevrolet Equinox qui est, dont les détails ont été officiellement dévoilés. On en a fait l'essai, etc. Ouais. Tu es allé faire du rallye en Mustang. Oui, avec la Mach-E. Oui. Rallye, c'est un gros mot, mais je vais vous en parler tantôt. J'ai vu des images, là. Ils avaient organisé quelque chose pour que vous puissiez... C'était sur les terrains d'une école de rallye qu'on a essayé le véhicule dans cette déclinaison-là rallye, mais également dans les modèles GT sur la route. Oui. Puis j'ai vu des photos de voitures anciennes de rallye qui étaient quand même assez cool. Ah là. ouais. Des Escort Cosworth, des RS 2000, des trucs de même. Ça, c'est quand même pas mal. On va commencer avec quelques actualités. Officiellement, Porsche a dévoilé sa 911 hybride. Yes. Et c'est une voiture que j'aurai la chance de conduire dans les prochains mois. En fait, on nous a invités à aller mettre à l'essai cette nouvelle technologie-là. Mm-hmm. C'est un changement radical pour Porsche. Là. La 911 traditionnelle qu'on connaît depuis longtemps tend tranquillement à disparaître. C'est un gros changement. On peut quasiment le comparer à quand on est devenu avec les moteurs refroidis à l'eau. Là. C'est comme un gros mouvement pour cette voiture-là qui est typique, qui ne change pas beaucoup de son extérieur. On garde un peu les mêmes composantes, le 3.6 litres avec un simple turbo cette fois-ci pour le système T-Hybrid. Le système T-Hybrid, c'est deux moteurs électriques raccordés avec une batterie. On connaît un peu le principe de ça. C'est juste que chez Porsche, on a fait ça plus compliqué puis plus efficace, évidemment, parce que c'est Porsche. En gros, là, vite, le 3.6 litres, on développe une puissance de 533 chevaux puis 450 livres-pieds de couple au total. Pourquoi le système hybride? On a un moteur électrique qui est logé dans le turbocompresseur cette fois-ci et un autre moteur électrique qui est logé dans la transmission. Dans le turbocompresseur. Okay. Exactement. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que le turbo, à la place, là, tu connais un turbocompresseur, comment ça fonctionne? Il faut attendre que la pression se bâtisse un peu puis ça crée un peu de lag, là, si on veut, au début. Là, tu viens de l'éliminer. Puis là, c'est ça, exactement. Donc, le turbocompresseur électrique a éliminé cette attente-là, ce délai-là pour atteindre une pression maximale. Une fois que ça c'est fait, avec un turbo normal, quand il y a trop de pression, on le redonne dans la soupape de décharge et dans l'échappement. Mais cette fois-ci, chez Porsche, on a décidé de récupérer cette énergie-là des gaz d'échappement qui circulent toujours dans le turbo pour recharger la batterie. Donc, avoir un peu plus de kilowattheure dans cette batterie-là pour le mettre ailleurs dans le véhicule, puis rendre ça efficace à la Porsche. Est-ce qu'on dit si cette technologie-là peut toujours être mariée avec une boîte manuelle? Je ne le sais pas. C'est une PDK qui est là en ce moment. C'est ça. Puis la PDK a le deuxième moteur électrique. Donc, je suis sûr que c'est pas une question qui est répondue pour le moment, mais je suis sûr qu'elle a été posée maintenant. Encore une fois, dans la logique européenne de réduire les CO2, etc., il peut pas y avoir... Juste en termes de logique, il ne peut pas y avoir de boîte manuelle. Comme tu le dis, de toute façon, l'alternodémarreur est intégré à la boîte. Exactement. Je ne suis pas convaincu que ça soit spécialement facile à gérer d'un point de vue programmation électronique avec des passages manuels. C'est une excellente question. Pas convaincu. Parce qu'évidemment, il y a encore plusieurs déclinaisons de la 911 en manuel. Bon, tu peux avoir un modèle T, tu peux avoir un modèle GTS, tu peux avoir un modèle sport classique, je crois. Bon, les GT3, GT3 Touring. Le catalogue extraordinaire de la 911 apparemment la gestion du lac, justement, qui est presque complètement disparue, c'est assez spectaculaire d'avoir une poussée linéaire presque instantanée. Puis Antoine va pouvoir l'essayer. Mais ce qui me fascine, c'est qu'on développe des technologies comme ça sur des modèles qu'on va appliquer sur des 911 Carrera S, sur des GTS. Et moi, ça me fait seulement dire, OK, mais pourquoi j'irais à une Turbo S? Parce que rendu là,
les versions qui vont faire 650, 700 chevaux rendus. Quelle va être la pertinence? Sérieusement, ça fait très C'est longtemps. déjà Moi, je me ça. pose la question sur beaucoup de modèles quand tu peux avoir des 1000 chevaux dans une Tesla. En termes de pertinence, je suis pas convaincu. Mais c'est une guerre de chiffres. C'est de dire, ça. voilà, la mienne est plus longue que la tienne. Du côté du Cayenne, par exemple, ou pas du côté de compliqué que l'hybride, ça. c'est extrêmement performant. Puis c'est l'hybride là, qui des remporte bombes, là, c'est avec des des bombes. bombes. Là, donc c'est sûr qu'on va pencher vers ça. Ben, tu sais, c'est forcément que ça va apporter un peu plus de poids, donc il va falloir compenser ailleurs. Puis c'est certain, comme tu le disais, qu'une PDK, c'est moins lourd qu'une quincaillerie de boîte manuelle aujourd'hui. Peut-être que ça permet... Puis c'est plus facile à gérer, ça te permet de sauver des grammes de CO2, parce qu'en Europe, maintenant, c'est vraiment la chasse au gramme. Là. Au gramme près, tu sautes une catégorie de malus, et là, tu te prends une claque en termes de malus, mais à 1 gramme ou 2 grammes près, donc... Les gars, maintenant, là, les boîtes manuelles, oui, ils en vendraient encore, mais avec le malus que tu te prends derrière, c'est économiquement plus possible. 3 constructeurs japonais qui s'allient pour développer des technologies de moteurs thermiques qu'on va partager entre constructeurs. Autrement dit, on a ici Toyota, Mazda et Subaru qui vont travailler de pair pour partager de l'information afin d'améliorer le moteur à combustion interne. C'est une nouvelle que je trouve super intéressante. Et super encourageante. Et qui vient prouver que les Japonais croient encore énormément au moteur à combustion. On sait que ce sont eux qui sont le plus en retard dans le monde de l'électrique. Là. Bon, écoute, regarde Toyota avec le BZ4X, regarde Mazda avec le MX-30, regarde Honda avec le produit GM qu'ils viennent de lancer. Je veux dire, on n'a pas cette volonté de se lancer à fond dans l'électrique. On suit la parade, on a des véhicules de conformité, on est pogné à en vendre, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Et je trouve ça intéressant que Mazda, particulièrement, veuille développer des nouvelles technologies qu'on va partager avec Subaru, Toyota notamment, mais qu'on va appliquer à un moteur rotatif parce qu'on confirme le retour du moteur rotatif en Amérique du Nord en plus. Alors ça, mais uniquement comme prolongateur d'autonomie, pas comme... Quand même. Oui, puis... Ça permet mais tu conduis plus un rotatif, là, maintenant, c'est fini. Là. Mais je veux dire, ton rotatif, il monte à X milliers de tours, puis... C'est pas un moteur qui a eu un gigantesque succès avec la puissance non plus, là, non, c'est le couple, surtout. C'était comme... il y en a pas. C'est ça. Puis ça prend de l'essence et de l'huile. Oh là! Ça prend de l'essence et de l'huile. Puis les composantes qui ne fonctionnaient pas. Mais je trouve que c'est une nouvelle intéressante que des constructeurs s'allient parce que ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas des moteurs qu'on va partager entre constructeurs, mais bien des technologies. Si, par exemple, Toyota développe un système d'injection plus poussé technologiquement, on partagera l'information avec Mazda Subaru pour qu'eux aussi en bénéficient. Et à l'inverse, si Subaru développe quelque chose de nouveau, ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans, peut-être qu'on va le partager avec les autres. Aussi, ça leur permet à ces constructeurs-là de partager le risque s'il y a des revirements dans les réglementations. En ce moment, tout le monde est un peu soumis à ces réglementations-là. Les gouvernements, qu'est-ce qu'ils décident? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Comment qu'on revient un peu vers l'hybride en ce moment, mais qu'on était à fond la caisse dans l'électrique? Là, ça va permettre de dire, oui, on va développer des technologies pour des moteurs thermiques, mais on va partager le risque, on va partager ces composantes-là. Puis s'il y a un revirement de situation dans les réglementations, ça va pas faire trop mal. Exactement. Non, puis je te dirais aussi, il y a une question de coût. Développer des technologies dans le thermique, c'est extrêmement, extrêmement cher parce que ça fait plus de 100 ans qu'on a ça. Donc, amener du nouveau, de l'optimisation, des choses comme ça. Il y a encore de la marge de manœuvre, ça c'est certain. Mais pour aller la chercher, ça va coûter quelques milliards. Donc, c'est un peu normal aussi qu'ils s'associent pour faire ça. Puis, en Toyota, Mazda et Subaru. Toyota a des parts chez Subaru et chez Mazda, donc c'est pas non plus trop surprenant, quoi. Est-ce que tu n'as pas cette impression qu'on plafonne pas un peu actuellement? On a essayé au cours des dernières années d'améliorer le sort du moteur thermique en diminuant les cylindrées, en apportant de la turbocompression à basse pression, en jouant avec tout ça. Mais là tu as des moteurs de 1,2 litres turbo là, qui... Non, mais ça, regarde, là encore une fois, plafonner, oui, certainement en termes d'agrément, mais en termes de rendement... Non, en termes de rendement énergétique. En termes de rendement, on a plutôt des bons rendements, mais c'est vrai que ce n'est pas des moteurs nécessairement super agréables à conduire. Mais je te dirais, en termes de marge de manœuvre,
on vient de parler d'un bon exemple parmi beaucoup d'autres, mais c'est effectivement le turbo assisté par électricité. Donc ça, c'est quand même une technologie assez récente et ça ouvre des champs. Moi, je pense qu'on peut aller chercher encore beaucoup de choses sur les taux de compression variables. Il y a pas mal de petites boîtes de start-up qui essayent de développer des trucs assez innovants. On voit ce que ça donne, le taux de compression variable chez Nissan. C'est un grand succès. Chez Nissan, mais il y a encore des possibilités, je pense, en termes de développement, on n'est pas au bout. On va voir ce que l'avenir nous réserve, mais peut-être que une façon de diminuer la consommation de carburant et les gaz à effet de serre des véhicules, c'est aussi de réduire leur taille et leur poids. Oh! Ça c'est une révélation, ça. C'est très populaire auprès des constructeurs cette stratégie-là. Ça c'est clair, mais encore une fois, je suis complètement d'accord avec toi, mais en parallèle, on a des normes de sécurité qui sont toujours plus contraignantes et on a fait des progrès en termes de sécurité qui sont absolument énormes dans les 30 dernières années. Ça a un poids. Oui, mais 10 coussins gonflables dans une Honda Fit, c'est moins lourd que dans un Honda Passport. Ça, on s'entend dessus. Alors là, c'est parfaitement... C'est un peu ça. Mais je suis d'accord parce que je regarde là on a supprimé les grosses bagnoles dans les années 70-80. On est revenu avec des VUS qui sont encore plus gros. On passe à l'électrique. Et en fait, au lieu de se dire on va passer avec des VUS plus compacts, plus petits, qui vont justement permettre de réduire notre consommation d'énergie, je dis non, justement, parce qu'on passe à l'électrique, on va les faire encore plus gros, encore plus lourds. Ouais. T'en fais un de 3 tonnes, moi je vais arriver avec 4 tonnes. Plus d'équipement. Allez, on y va, let's go. Ouais. Je le mentionnais la semaine passée, 24 pouces pouces de roue sur un Silverado qui pèse 8500 livres. C'est fou. C'est carrément incroyable. Et parlant de VUS électrique... Quelle transition. Ah oui, toujours le roi de la transition. Le roi de la transition. Qui vient d'annoncer l'arrivée d'un autre VUS électrique, Cadillac. Alors, Cadillac, c'est un... Moi, j'adore observer comment Cadillac prend une direction pendant que Lincoln, comment dirais-je, en prend pas pantoute. C'est pas mal ça. Cadillac a commercialisé depuis pratiquement 1 an maintenant le Lyriq. Le Escalade IQ est en approche. On dévoilait cette semaine l'Optique. La Celestiq va arriver. Et il y a un autre produit chez Cadillac dont le nom m'échappe, mais le 3 rangées qui viendra remplacer essentiellement l'XT6. Ce produit-là aussi va débarquer. Alors là, on appelle ça un brain fart. Mais bref, il y a toute une famille de VUS électriques qui débarquent. Et l'Optique, non seulement je trouve que c'est totalement réussi sur le plan esthétique, mais en termes de format, je pense qu'on va rejoindre pas mal plus de gens avec ça. Là. Ben oui, je trouve qu'il ressemble un petit peu, à place d'être funky comme les véhicules électriques, on essaie de faire quelque chose comme par exemple le Lyriq, là, c'était quelque chose à accepter. Là. C'était difficile des fois à comprendre les angles de ce véhicule-là. Là, maintenant, on adopte un peu plus la ligne de design de chez Cadillac. Ça a les mêmes phares un peu qu'un XT4. Là. Tu sais, c'est plus mainstream, entre guillemets. Puis, on utilise la plateforme de chez GM, on utilise Ultium, on utilise les mêmes technologies. En espérant qu'on a réglé tous les petits bobos qui étaient là. Mais là, maintenant, je pense que cette plateforme-là, elle est mûre pour être produite à l'échelle. Donc, ce produit-là, chez l'Optique, ça va être un produit à l'échelle chez Cadillac. Et le produit dont je parlais, je viens de vérifier, c'est le V-Stick. Oui. Qui va arriver, qui va être dévoilé lui aussi prochainement. Ouais. Alors, on a quelques détails sur ce Cadillac Optique. Bon, évidemment que cette nomenclature qui finit par IQ, on comprend pourquoi. C'est bien cute, là. Ouais. Mais ça aurait quand même été le fun qu'on puisse ramener des noms issus du passé, les mettre à la sauce moderne. Je comprends pas pourquoi on fait pas plus ça. Parce que ça garde un peu l'esprit de la marque. Une marque qui a tellement d'héritage. Cimaronic. Ça marche. C'est son char préféré. J'étais justement en train de me demander qui pourrait devenir porte-parole de Cadillac
Cadillac au Québec et je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Mademoiselle Cloutier depuis son départ de chez Suzuki. Est-ce que la Véronique aurait pu être une voiture efficace des bonnes idées. pour Cadillac? Ben écoute, on avait une Suzuki Verona à l'époque où Véronique Cloutier était porte-parole. D'avoir une Véronique dans la famille Cadillac, j'ai comme l'impression qu'à Détroit, ils vont faire mais de que c'est. Puis ils vont oublier ça. Alors, c'est pas qu'une impression. Non, c'est ça. Mais essentiellement, ça s'inscrit où, ce produit-là? Ben, il est à peu près 6 pouces de plus court d'empattement que le Lyric. Il a l'air, je ne l'ai pas vu en personne, il a l'air plus long un peu là, comme qu'un utilitaire compact, mais on veut lui donner ce look-là, cette utilité-là comme étant un utilitaire compact, pardon. Ça va être un modèle 2025, 300 chevaux, 350 livres-pieds de couple. On utilise similairement là, les mêmes composants de la plateforme Ultium, les moteurs, j'imagine que ça va venir de Chevrolet. Non, mais il y a une famille de moteurs. C'est ça, on va pas dire autrement, il n'y a pas de détails vraiment à dire sur ces motorisations-là. Mais en termes de format, c'est un produit qui, j'ai l'impression, se situe un peu à mi-chemin entre le XT4 et le XT5 actuellement. C'est qu'est-ce que je pense. Parce qu'avec plus d'espace de chargement, peut-être qu'il va être plus spacieux à l'intérieur à cause du plancher et de la batterie. Tout ça. Parlant de batterie, 82 kWh pour cette batterie-là. Donc, exactement la même batterie que dans un Chevrolet Equinox EV. Exactement. C'est pour ça qu'on pense que ça va être des cousins très près. 482 km, là, on parle de ça comme estimé comme autonomie, mais on va avoir ces détails-là un petit peu plus tard. Mais ça va être bien intéressant comme produit. Puis un autre véhicule qui va, je ne veux pas dire relancer Cadillac, parce que Cadillac va quand même bien en ce moment. Au Canada, aux États-Unis, ça va. Évidemment, on n'a pas le succès de la Chine, là, mais c'est une marque qui s'est sortie la tête hors de l'eau puis qui prend un bel envol en ce moment, alors qu'il y a d'autres marques de luxe qui s'en moquaient il y a quelques années, qui, elles, vont moins bien. Là. Pensez à Acura, pensez particulièrement à Infiniti. Genesis, on plafonne, on a besoin de quelque chose, là, parce que... on a donné des moteurs électriques à des anciens modèles, anciens guillemets, mais là, ça prend quelque chose. Ça prend un peu plus de vigueur. Mais regarde, moi, s'il y avait une marque sur laquelle je parierais, ça reste Genesis, quoi. Parce que la Genesis, force de frappe, puis la volonté des Coréens pour faire avancer les choses, je peux te dire que... Entre Genesis et Infiniti, on s'entend. On est d'accord. Autre véhicule électrique qui a été officiellement dévoilé cette semaine, c'est le Jeep Wagoneer S. Un autre véhicule du groupe Stellantis qui va être extrêmement abordable. Ah oui, ben on peut commencer par le prix si tu veux. Annoncé, c'est 71 000 US pour la Launch Edition, qui va se traduire par 100 000 canadiens et une taxe de luxe pour cette édition-là au Québec. Ça sera pas si cher que ça. Peut-être un petit peu moins cher. 90 000, mais c'est ça. Donc, non admissible au crédit. En tout cas. Mais on n'a pas encore les prix officiels, donc on va les attendre du côté de Stellantis au Canada. Un véhicule qui est somme toute performant, qu'on promet là, environ 600 chevaux, 617 livres-pieds de couple dans les estimations en ce moment chez Jeep. Évidemment, deux moteurs, une batterie de 100 kWh, donc une batterie quand même assez d'un bon format. Donc très lourde. Oui, très lourde, très pesante. On parle encore des estimations d'autonomie de 482 km. Mais c'est toujours 300 000 c'est parce que regarde, d'autonomie aux États-Unis. Après ça va changer quand on va s'approcher, que ce véhicule-là va approcher je trouve ça frontières. Insupportable. Ils font des annonces 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance parfois. Ils te balancent des chiffres. Et des fois, c'est meilleur, des fois, c'est pire, des fois, ça dépend, parce qu'on voit que les plateformes ne sont pas encore solidifiées. On ne sait pas c'est quoi les problèmes. C'est des effets d'annonce bateau, c'est des précommandes. Précommandez votre voiture, vous serez livré un jour. Je trouve que ça commence à être des pratiques commerciales que je trouve assez douteuses. Mais je regardais, on a lancé chez Jeep un clip là, pour montrer qu'on arrivait avec un produit extraordinaire où on fait un drag race à côté d'un Tesla modèle Y. Puis on est plus rapide que le Tesla, puis on a plus de coffre qu'un Tesla. Puis Et en fait, on se compare souvent. La vraie compétition est à l'interne, parce que le vrai concurrent,
c'est le Jeep Cherokee. Qui existe plus, le Trackhawk. Et là, tu regardes ça et tu fais... C'est vraiment le même type d'acheteur, là, ça. Là. Je pense pas. C'est winner en tabouret. Mais esthétiquement, c'est plutôt ennuyant. Ouais, c'est anodin. Très anodin. C'est du Jeep. C'est déjà vu plein de fois avant. Ça sera ni pas... beau ni moche. Et puis, à l'intérieur, on a 45 pouces d'écran partout. Félicitations. Il n'y a rien qui coûte moins cher à faire que des écrans dans la vie. Là. La preuve, c'est que chez Costco, ils te vendent des télés de 84 pouces en bas de 1000$. Ça fait que j'imagine que... Bon, donne-leur pas des idées à foutre des écrans de 84 pouces. Non, mais c'est ça. Mais ce que je trouve un peu curieux, c'est la stratégie de Jeep avec ce produit-là. Alors, on l'annonce comme un Jeep, non pas comme un Wagoneer, alors que le Wagoneer et le Grand Wagoneer, on va surtout pas dire que c'est des Jeeps. Et qu'est-ce que c'est que la lettre S? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Sélectricité. Stellantis. Ça veut rien dire. Là, tu débarques avec un produit générique qui débarque trop tard face à une compétition qui est déjà là. Établie. Tu arrives avec rien de plus que la compétition. OK, tu vas avoir une clientèle qui va mordre à l'hameçon, mais ça va durer. Ça va être un feu de paille, cette affaire-là, c'est sûr. Moi, je vois pas j'ai très, très hâte de voir comment on va se démarquer, mais chez Jeep, ce que ça prend, c'est des véhicules qu'on peut acheter. Lâchez-moi avec des véhicules à 80, 100 000 $, ça n'a plus de bon sens. Là. Ouais. Un Jeep Compass que je ne recommanderais pas à mon pire ennemi, ça coûte 48 000. Soyez sérieux chez Jeep. Là. Arrivez en ville, là. Ça va prendre quelque chose de plus solide que ça. Vous mettez déjà de gros rabais sur des grandes Cherokees qui viennent d'être dévoilées. Ça va pas bien. Fait que, à suivre. Le guide de l'auto. La Pontiac GTO est à l'honneur cette semaine. Hugues, tu nous parles d'une voiture qui est beaucoup plus importante pour l'industrie automobile que ce à quoi les gens peuvent penser, parce qu'essentiellement, ce sont les premiers gènes du vrai muscle car. Exactement. Il y a peu de voitures qui peuvent se vanter d'avoir inventé un segment de marché. Et c'est encore plus spécial quand le segment de marché en question, c'est quand même celui des muscle cars. Bon, avant de parler de la voiture comme telle, de la GTO, il faut peut-être remettre en perspective où se situait Pontiac au moment où on a décidé de commencer la création de ce modèle. Oui, c'est important. Alors là, il faut remonter un petit peu en arrière à 1956. À ce moment-là, les Pontiac sont jugées peu excitantes et les ventes ne sont pas du tout au niveau des attentes des dirigeants de GM. Simon Bunky Knudsen est nommé en juillet 1956 à la tête de la division avec une consigne simple: redresser la marque ou fermer les portes. Déjà à cette époque-là? Ouais. Okay. Et comme ingénieur en chef, il débauche Pete Estes chez Oldsmobile. Et pour assister le dernier, il engage un petit jeune qui s'appelle John DeLorean, le fameux DeLorean, qui travaille alors chez Packard. C'est au millésime 59 que les premiers signes de renaissance de Pontiac apparaissent. La nouvelle gamme à voie élargie, ce qu'on appelait à l'époque le White Track Design, remporte le titre de voiture de l'année du magazine Motor Trend et les ventes cette année-là augmentent de 76%. C'est aussi cette année-là que le V8 Pontiac, attendu en 1955, est décliné dans une cylindrée qui sera très appréciée des amateurs de performance, le 389 pouces cubes. Ouais. Enfin, arrive le dernier acteur significatif dans le lancement de la GTO, Jim Wengers, qui est un créatif pour l'agence McManus, John et Adams et qui sera en charge des publicités de Pontiac. En 1961, le jeu des chaises musicales commence. Grâce au succès de Pontiac, Knudsen est nommé à la tête de Chevrolet, Estes prend sa place à la tête de Pontiac et DeLorean devient ingénieur en chef de la division. Bon, il y a quand même une voiture qui est arrivée avant la GTO qui a commencé à égayer un peu d'excitation, à relever la barre de la marque Pontiac, et c'est la Tempest. Exactement, la Tempest qui est lancée en 61. Et qui n'a rien à voir avec la Tempest qu'on a eue ici à la fin des années 80. Là. Qui était une version canadienne de la Corsica. De la Corsica, mais que les Américains n'ont pas eu. N'ont pas eu, exactement. Ouais, exactement. Donc la Tempest est lancée en 61, c'est une auto moderne pour l'époque, construction monocoque, suspension indépendante aux 4 roues, boîte de vitesse à l'arrière pour la répartition du poids. Le moteur de base est un 4 cylindres de 194 PC qui est en fait littéralement un V8 389 coupé en deux. Il y a aussi un V8 Buick de 215 PC qui est disponible.
L'auto tient bien la route, mais la conception de sa transmission, avec une barre de torsion à la place de l'arbre de transmission habituel, fait qu'elle vibre trop et la clientèle ne suit pas. Okay. C'est pourquoi il est décidé de développer une nouvelle génération plus conventionnelle pour le millésime 64. Et en attendant, la Tempest reçoit une première version sport en 63 avec le V8 Pontiac de 326 pouces cubes de 260 chevaux. Un petit premier avant-goût. Bon. Et là, on va avoir une idée vraiment le fun. Ouais. C'est ce qui va faire complètement changer l'image de ce produit-là. Exactement. Et là, ça arrive début 63 sur la piste d'essai de Milford de GM dans le Michigan. Tous les samedis matins, DeLorean a l'habitude d'organiser des séances d'essai informelles avec ses proches collaborateurs et quelques invités, dont Jim Wengers, afin de tester de nouvelles idées. Ce jour-là, c'est un prototype de Tempest 64 avec un 326 pouces cubes qui est évalué. DeLorean est accompagné de Bill Collins, en charge des trains roulants et du châssis, et de Russ G, spécialiste moteur. En observant l'auto, Collins glisse presque à la blague. « Vous savez, John, ça nous prendrait qu'une demi-heure pour installer un 389 dans cette auto. » DeLorean acquiesce, regarde G, qui trouve aussi que c'est une bonne idée. Parce qu'il faut savoir que contrairement aux autres divisions de GM, les V8 Pontiac, qui soient en 326, 389 ou 421 pouces cubes, sont tous fabriqués à partir du même bloc. Donc, ils ont les mêmes cotes extérieures et surtout les mêmes points d'ancrage sur le châssis. Le passage à l'architecture conventionnelle pour 1964 avec la boîte de vitesse qui revient à l'avant à côté du moteur rendait effectivement le changement de moteur relativement simple. En fait, ça prendra un peu plus qu'une demi-heure et la voiture ne sera prête que le samedi suivant, mais elle va s'avérer un charme à conduire. Et là, ben, essentiellement, en mettant un moteur aussi puissant, aussi gros que ça dans la voiture, ben, on assistait à la naissance des muscle cars. C'est là que c'est arrivé. Exactement, c'est ce moment-là qu'est la naissance des muscle cars. La recette d'un muscle car, c'est de glisser un gros bloc réservé au modèle pleine grandeur dans une carrosserie d'intermédiaire plus légère. Alors attention, il ne faut pas confondre avec les pony cars comme les Mustang et les Camaro, qui eux bénéficient de carrosseries spécifiques. Ouais. Devant l'intérêt du programme, DeLorean lui trouve un nom, GTO, pour Gran Turismo Omologato, un nom déjà utilisé par Ferrari, mais non déposé. Et c'est ça l'astuce. Et après lui avoir trouvé le nom, il évalue un prix de production, pousse le projet auprès de son patron Pete Estes, et ce dernier se montre absolument enthousiaste. Bon, à partir de ce moment-là, les choses vont être un peu moins faciles, là. Ouais, ça va se gâter. Parce qu'en 1963, la performance n'est pas bien vue chez GM. La corporation vient de terminer tous ses supports à des programmes de compétition, histoire de calmer un petit peu le gouvernement fédéral qui commence à parler de séparer la compagnie en deux pour des problèmes de monopole. Et puis il y a un règlement interne qui interdit plus de 10 livres de poids par pouce cube de cylindrée. Ce qui veut dire que la nouvelle Tempest, qui va peser environ 3500 livres, ne peut pas avoir un moteur plus gros que 350 pouces cubes. Enfin, le directeur des ventes de Pontiac, Frank Bridge, est farouchement opposé à l'idée. Autant dire que le projet ne va pas être facile à réaliser. Alors, il va y avoir des petits contournements. Le comité corporatif qui s'occupe justement de la question de la limite de cylindrée s'intéresse principalement aux nouveaux modèles. Pour contourner ce problème, DeLorean et Estes décident de faire de la GTO un groupe d'options, parce que la gestion des options se fait au niveau des divisions et pas de la corporation. Ah oui, ok. Ils réussissent aussi à convaincre Frank Bridge de sonder la réaction du réseau en proposant 5000 exemplaires à la vente. Frank Bridge dit « Je parie que vous n'en vendrez même pas 5000 ». Énorme manque de flair, les 5000 précommandes arrivent en quelques jours seulement. La GTO a été lancée. Et c'est quoi, en gros, une GTO en 1964? Alors, vous prenez une Le Mans, qui est une version un petit peu plus huppée de la Tempest qui a été introduite en 62, et vous cochez la case RPO 382 dans les listes d'options. Avec cela, vous obtenez un moteur de 389 pouces cubes avec un carburateur quadruple corps AFB de 325 chevaux, un échappement double, une transmission manuelle 3 rapports avec le levier Hurst, un embrayage renforcé, une suspension plus ferme, des pneus à bande rouge, des logos spécifiques et 2 fausses entrées d'air sous le capot. Vous pouvez aussi ajouter un moteur plus puissant, le 389 3Power de 348 chevaux avec 3 carburateurs double corps Rochester. Quelque chose d'économique, là. Une boîte manuelle à 4 rapports Muncie ou une automatique à 2 rapports. Vous pouvez aussi ajouter un différentiel à glissement limité, les roues sport, la climatisation et comme toute américaine, tout le confort électrique.
Bon. Évidemment que cette voiture-là va avoir été lancée un peu seule sur son île, sans véritable compétition chez Ford ou chez Chrysler à cette époque-là. Bah non, ils sont les premiers. Ils sont vraiment les premiers. Ils sont les premiers. Est-ce que Pontiac en fait une promotion exhaustive ou ça reste un peu sous le radar? Oh non, pas du tout. Justement à cause des problèmes internes. La voiture est introduite en octobre 63, déjà après le lancement du millésime. Donc en fait, la GTO n'est même pas mentionnée dans les tout premiers catalogues Pontiac. Histoire de ne pas irriter les dirigeants de GM, la campagne de promotion, orchestrée par le fameux Jim Wengers, ne se passe pas à la télé ou dans les grands journaux nationaux. Elle vise surtout les revues automobiles spécialisées qui ne sont pas encore très très grand public à ce moment-là. Et là, on retrouve des publicités au slogan sans ambiguïté. Je ne resterai pas au milieu de la page si j'étais vous, c'est une Pontiac GTO. Ou bien, la GTO produit le genre d'orage dont les autres peuvent seulement parler. Il y a aussi l'homme qui n'aurait pas peur de chevaucher un tigre si quelqu'un lui avait mis des roues. La thématique du tigre va revenir très souvent dans les années qui vont suivre. Encore une idée de Jim Wengers. Et là, ça marche. Parce que Pontiac, qui avait promis de ne pas vendre plus de 5 000... C'est pas un slogan, ça, de Pontiac? Ça marche, Pontiac? Oui, c'était dans les années 80 au Québec. Exactement, tout à fait. Pontiac. Et donc, Pontiac avait promis de ne pas vendre plus de 5 000 exemplaires à la direction de GM. En écoule 32 450 la première année. Wow! Quand même. Devant un tel succès, les administrateurs sont un petit peu obligés de rien dire et autorisent même les autres divisions à lancer des projets similaires. Il se dit d'ailleurs que les dirigeants de Chevrolet étaient furieux de s'être fait souffler l'idée. Ben, en fait, chez Chevrolet, il y avait beaucoup de produits qui connaissaient énormément de succès et qui avaient fait en sorte que Pontiac avait été dans l'ombre. Les Bel Air 55, 6, 7, ça fait mal à Pontiac à une certaine époque. À une époque où Pontiac n'avait pas déjà besoin qu'on lui fasse trop mal parce qu'ils arrivent... Bon. En 54, 56, justement, la marque risquait de fermer parce qu'ils avaient des produits qui étaient assez blend. Alors, chez Pontiac, on aurait aussi un peu joué avec la réalité, là. Oui, il y a une histoire qui est assez rigolote. Alors, non content de gérer la publicité, Jim Wengers arrivera ensuite avec des idées promotionnelles toujours de plus en plus folles. Il va y avoir le parfum GTO, les chaussures GTO, le disque GTO par Ronnie et les Daytonas, qui va quand même s'écouler à plus d'1 million de copies. Mais c'est lui qui s'occupe aussi de la flotte de presse et des relations avec les magazines. Les GTO mises à la disposition des journalistes sont préparés aux petits oignons par le garage Royal Pontiac à Royal Oak dans le Michigan. Et ces voitures offrent des performances supérieures à celles que le client est en droit d'attendre. Mais bon, ça c'est une pratique courante à l'époque. Le truc, c'est que Wengers va pousser le bouchon encore plus loin avec le magazine Car and Driver en suggérant à son rédacteur en chef, David E. Davis Jr., un comparatif entre la Pontiac GTO et la Ferrari GTO pour son numéro de mars 64. Alors, ça ne sera pas un vrai face-à-face, le magazine n'ayant pas la Ferrari sous la main et se référant simplement à un précédent essai. Pour le test, 2 Pontiacs sont livrés en Floride, une rouge pour les tests d'accélération et une bleue pour tout le reste. Car and Driver révélera des chiffres absolument impressionnants pour l'époque, 4 secondes 6 pour le 0 à 60, on est en 1964, ce qui n'a pas de bon sens, hein. Et 13 secondes 1 sur le quart de mille. Wow. Pour un véhicule de série. Cet article, évidemment, participera énormément à l'aura de la GTO pour le grand public, mais pourtant, aucun autre magazine arrivera à reproduire de tels chiffres. Alors pourquoi ? De nombreuses années plus tard, Wengers avouera la tricherie. Les gens de Royal Pontiac avaient glissé dans l'auto rouge un 421 Super Duty de 405 chevaux de série. Mais ça paraissait pas. Non, puisque c'était les mêmes côtes extérieures. Ouais. Et en plus, le 421 avait été très très préparé et maquillé pour ressembler au 389. C'est un bluff qui va payer beaucoup pour Pontiac, mais qui va faire aussi beaucoup de publicité à Car and Driver. Alors tout le monde sera content et il n'y aura pas de rancune. Bon, la GTO, évidemment, on l'a produit pendant même pas 10 ans. On a cessé sa production le modèle original en 71. 74. C'est-à-dire qu'à partir de 72, c'était des groupes d'options. C'était plus un Pontiac. En fait, au début, c'était effectivement la première année en 64, c'était un groupe d'options. Ensuite, c'est devenu un modèle spécifique. Ensuite, c'est redevenu, à partir de 72, tu as raison, un groupe d'options. Et après... sur les Le Mans qui avaient été redessinés en 73, on a eu des versions. Et puis sur les Ventura en 74. C'était la première GTO compacte.
Et Pontiac a même poussé l'audace jusqu'à mettre des autocollants GTO sur des Sunfire dans les années 90. Oui. Mais ça, c'était peut-être un petit peu moins glamour. Ah, largement moins. Et comment est-ce qu'on explique la disparition de la GTO? Parce que honnêtement, c'est la mère des muscle cars. Il y a beaucoup de véhicules qui lui ont survécu. GM a abandonné beaucoup de nomenclatures de muscle. Bon, les Chevelle ont été tirés un peu plus longtemps, Chevelle Malibu, tout ça, mais on a laissé aller ce nom-là qu'on n'a jamais réexploité par la suite. Il y a deux facteurs. Le premier, c'est le facteur ambiant, c'est-à-dire que c'était la pression sur les normes de pollution, les normes de sécurité, les tarifs d'assurance qui explosaient. Et à partir de 71, il y a beaucoup de véhicules sportifs qui vont disparaître. Il y a beaucoup de gros moteurs qui vont disparaître. Le 426 EMI, tous ces moteurs-là vont passer à la trappe pour le millésime 72. Ouais. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, à partir de 72, la sportivité est plus trop en odeur de sainteté. Et à l'interne, le président de Pontiac, dont j'ai oublié le nom, mais qui a remplacé DeLorean quand il est parti à la direction de Chevrolet en 69, lui, c'était pas un gars de char, c'était pas un gars de produit. Lui, sa job, c'était de rentabiliser la marque. Donc, les véhicules de sport, ça l'intéressait pas et il n'a pas poussé. Et quand il a vu justement les facteurs externes qui prenaient une grosse importance, il a dit tassez-moi tout ça. Il aurait dû y avoir un gros moteur, le 455 SD, qui aurait dû être monté dans la GTO en 1973. Il y a même eu un prototype qui a gagné un titre de voiture de l'année, je ne sais plus de quel magazine. Et en fait, la voiture n'a jamais été commercialisée. Et le 455 SD va être juste monté dans les Firebird, alors qu'ils auraient dû être montés dans la Grand Prix et dans la GTO. Ce qui aurait beaucoup aidé pour l'image de marque de ce véhicule, peut-être un petit peu à le relancer. Mais au pire, s'il n'avait pas été arrêté après 74, de toute façon, il y avait la crise du pétrole. Et ça aurait définitivement réglé le cas. En terminant, j'invite les gens, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans cette petite ville, d'aller visiter le musée Pontiac à Pontiac, au Michigan. Alors, c'est une ville où vous allez retrouver un musée sur l'histoire de la marque, mais qui est extraordinaire, et dans lequel se trouve une Pontiac Le Mans familiale 1972 avec un 455 SD, phare escamotable, toit ouvrant d'origine, climatisé, siège baquet, console, une voiture qui a été produite à un seul exemplaire. C'était pas un 455 SD, ça devait être un 455 HO, c'est pas le même moteur. Ah, c'est pas il y a le haut du coupe avec le logo. Non, ça veut rien dire. Le SD, il a été monté uniquement dans les Firebird. Oui, mais cette voiture-là n'a jamais été produite. Non, il y a eu des 455. Tu pouvais commander des 455 dans des intermédiaires et dans des gros modèles, mais c'était le 455, on va dire, de monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'imagine la machine. Ah non, c'est un truc, ça devait être un truc de fou. On dit que cette voiture-là a été envoyée à la casse, qu'on l'a déshabillée complètement, et il y a quelqu'un qui a rhabillé la voiture en retraçant toutes les pièces pour la réassembler. Il y a eu une histoire encore plus folle. Il semblerait qu'il y a un gars qui a réussi, en cochant les cases de son bon de commande, à se faire fabriquer une GTO Station Wagon. Fait qu'en fait, ils ont pris une Le Mans Station Wagon, puis ils ont collé tout le hardware d'une GTO. Et apparemment, ça existe. C'est une rumeur persistante, mais où est-elle? Ça, j'aimerais voir ça en vrai. Une GTO Station Wagon 72, là. Wow. Merci, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Messieurs, on parle de Maserati cette semaine, qui est une marque, évidemment, sous le giron de Stellantis. Et on a l'impression que Stellantis n'est pas nécessairement intéressé à la pousser. Comme c'est le cas avec Alfa Romeo, comme c'est le cas avec Fiat. En tout cas, c'est du moins l'impression qu'on a chez nous en Amérique du Nord. C'est peut-être très différent du côté de l'Europe. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Il y a eu du temps de Marchionne, de Sergio Marchionne, quand il était président de la marque, il y a eu un sous-investissement majeur dans toutes les divisions Fiat, Alfa, l'ancien, n'en parlons même pas. Et Maserati a souffert aussi. Et à force de sortir des nouveaux plans produits tous les ans, mais de jamais suivre le truc, puis de pas arriver avec vraiment des nouveaux modèles, on a l'impression qu'ils savaient juste pas quoi faire avec Maserati.
Et on dépendait beaucoup des acheteurs actuels qui sont décédés ou qui sont partis. Puis maintenant, pour les renouveler, on n'a pas pensé à des produits pour eux. Et c'est parce qu'à un moment donné, il y a des limites à rire des gens. Là. Quand tu paies 150 000 $ pour une Quattro portée et qu'on te sert essentiellement une mauvaise Chrysler 300 avec un moteur Ferrari, ça marche pas, là. ça marche pas. Elle est plus belle à l'extérieur. Tu t'assois dans une Quattro portée, tu as des commutateurs de fenêtres de Dodge Journey, un écran de Caravane. Tu sais, c'est pour ça qu'elles sont achetables maintenant, là, les vieux modèles de Quattro portée. C'est plus abordable. On a quand même eu des produits qui étaient, bon, je ne veux pas dire solides, tout ça, mais au niveau de design, ça n'a jamais été un problème chez Maserati. Non. Je pense que la Ghibli, esthétiquement, est une voiture réussie. Mais comment est-ce que tu peux rivaliser avec un produit comme celui-là, avec des classes A, des séries 5? Tu peux pas être là. Et en plus, quand tu les vends plus cher, et que t'as pas... Puis, ne parlons même pas des valeurs de revente. Là. Non, c'est ça. mais ça illustre tout le problème. Alors, j'ai sorti des chiffres canadiens parce que Maserati a quand même eu droit à une augmentation de vente de 47,6% en 2023 par rapport à 2022. Bon, ça s'explique par l'arrivée du Grecale, parce que si le Grecale n'était pas, ça serait terminé. Le Levante a vu ses ventes chuter de 64%. Alors, ça illustre tout. On a vendu 915 véhicules, dont 644 Grecale. Et le reste, c'est du bois mort. C'est Ghibli, Quattro portée. Bon, MC20. On a vendu 2 fois plus de MC20 que de Quattro portée, ce qui est quand même pas rien. Moi, je trouve que quand même, la MC20 arrive à se vendre un petit peu. C'est quand même un véhicule image. C'est un petit peu ce qu'on pourrait espérer comme renouveau de Maserati. C'est le Halo Car qui pourrait incorporer des nouvelles technologies. Le fait que les ventes se portent pas si mal de la MC20, s'ils continuent à faire des efforts sur le long terme et arriver à sortir avec des choses intéressantes comme ça, peut-être qu'ils vont arriver à se rebâtir une image, parce qu'en général, dans ce segment-là, tu n'achètes pas une voiture, tu achètes une image. Et en termes d'image, ils sont un petit peu, peu nulle part. On les oublie un peu. On s'entend pour dire que la majorité des acheteurs de Maserati, ce sont des Italiens d'origine. On s'identifie beaucoup à la marque. Et on va accepter de payer un montant pour justement porter le drapeau. Mais il n'y a plus rien qui justifie l'achat d'une Ghibli, d'une Quattro portée. D'ailleurs, ce sont des modèles officiellement abandonnés là, pour cette année. Le moment, parce que la Quattro portée va revenir en 2028, probablement électrifiée. Mais c'est pareil, quand on disait tout à l'heure, on ne sait pas trop quoi faire avec Maserati chez Stellantis, la nouvelle Quattro portée devait sortir pour 2025. Et ils l'ont reporté de 3 ans parce qu'apparemment, ils ne savent pas quoi faire de cette voiture-là. Et ça a été officiellement annoncé, ils devraient la sortir pour 2028. Donc peut-être 2029 ou 2030. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Ou peut-être jamais. Qu'ils vont juste parce qu'on va voir quel sera le succès du Grecale là, à plus grande échelle. Le Levante, c'est un produit qui est en fin de carrière aussi. Essentiellement, la marque est portée sur le Halo Car qui est le MC20, le Grecale qui est le véhicule à volume, peut-être la Gran Turismo, le coupé qui a été lancé récemment, mais ce sont tellement des véhicules chers qu'on n'en vendra que très, très peu. On en a vendu 13 l'année passée. Là. Ouais, mais je pense que... Et le véhicule est arrivé, là. Voilà, c'est ça. Peut-être arrivé un peu tard, donc ça n'a peut-être pas aidé. Qu'on en vende, 4 fois moins que la MC20, ça veut tout dire. Moi, j'ai mis une version Trofeo à l'essai qui coûtait 295 000 $. Permets-moi de te dire que je vais prendre une 911 Sport classique avant ça. C'est ça. Ça se tiendra pas là-dessus. J'ai pas de doute. Alors, est-ce que c'est une autre marque qui va devenir une marque de VUS? Est-ce qu'on va essayer de conserver l'ADN de la marque qui est sérieusement affecté? Je pense qu'on a vraiment fait mal à l'image de marque, comme tu le disais, sous l'ère Marchionnet. Alors ça, c'est dommage, mais Maserati est une marque qui a besoin d'être revampée, comme Alfa Romeo a besoin d'être revampée, comme Fiat a besoin d'être revampée. Alors toutes les marques italiennes... Mais justement, l'alliance Stellantis, le patron de Stellantis a dit, vous avez... Quand l'alliance est faite, c'est quoi, 2021 ? Il a dit, vous avez 10 ans, et si dans 10 ans, moi, j'ai pas tel niveau de rentabilité
quelle que soit la marque, bye bye. Bonsoir. Plus rien savoir. Parce qu'on s'entend qu'ils ont un parc de marques qui est quand même assez vaste. Et on a passé le coup près déjà dans certaines marques. Lancia n'est plus notamment. Là, non, ils reviennent, Lancia. Ils sortent des nouveaux modèles en Europe. Incroyable. Lancia existe encore. Lancia n'a jamais disparu. Ils vendaient un seul modèle en Italie. Ils étaient la Epsilon. C'est ça. Quand tu dis qu'ils étaient sur le respirateur artificiel et pas juste un peu. Fiat. Mais là, Fiat ils réinvestissent. Ils sortent un nouveau modèle en Europe là en ce moment. Incroyable. Alors, on va voir quel sera l'avenir de Maserati, mais pour le moment, on est content de ce qu'on fait parce qu'on peut annoncer des augmentations de vente, mais disons que les parts de marché sont assez symboliques. Ouais. Louis-Philippe, tu es allé conduire le Mustang Mach-E Rally Edition. Oui. Et tu es allé brasser ça dans de la gravelle. J'ai une question pour toi. Oui. Mais qui fait du rallye avec un VUS électrique? Mach-E fait du rallye. Mach-E! Écoute, c'est Ford qui adhère à la mode d'utilitaire ou de multisegment plus baroudeur, plus aventurier. T'es-tu sérieux quand tu me dis ça? C'est avec la rallye qu'on l'a fait, avec l'ensemble rallye, parce que c'est pas un modèle, là, c'est la GT Performance auquel on ajoute l'ensemble, ou la GT auquel on ajoute l'ensemble rallye. Donc, c'est au sommet un peu du catalogue. On a introduit ça cette année. Qui va le faire? Et je ne le sais pas, mais ça s'ajoute à la longue liste du catalogue de Mustang Mach-E qui vient en Select Premium GT avec tous les modèles, 2 moteurs, un moteur à l'arrière, des autonomies. Tu sais, on met un peu de tout pour le multisegment qui est la Mustang Mach-E. Moi, j'ai une question. On n'a pas baissé les prix de 15 000 parce qu'on les n'était pas capable d'en vendre. C'est quoi? Et pour sortir les 2023, mais maintenant, on a mis des améliorations, guillemets, ici, pour le 2024, dont un nouveau moteur à l'arrière qui est fait chez Ford maintenant, qui était fait en sous-traitance avant. Certains petits ajouts, les roues, des nouveautés logicielles pour la batterie, préconditionnement, etc. Il est désormais disponible en orange. Qui devrait se faire un petit peu mieux avec ce véhicule-là, mais on tire encore de la patte là, du côté du Mach-E avec des technologies comme la thermopompe, par exemple, qui n'est pas disponible avec le véhicule standard ou en option, il n'y en a pas. C'est encore un système à résistance, là, un chauffage à résistance, qui maintenant est amélioré avec certaines récupérations de chaleur dans divers systèmes du véhicule qui devraient améliorer ou peut-être résoudre les problèmes qu'on a eu au début du lancement avec ce véhicule-là en 2021. Je ne sais pas si tu as essayé le véhicule quand il a été lancé, puis en moins 20 en hiver. Beaucoup de problèmes au niveau du chauffage de la cabine. Fait que là, on nous assure avec ça que c'est réglé, mais c'est à voir encore parce qu'on on vous l'a assuré alors que vous étiez en Oregon. On était en Oregon et qu'il faisait 20 degrés. Fait que c'est correct. Mais pour la Mustang Mach-E, c'est essentiellement le même véhicule, comme je dis, avec certaines améliorations. Pour le rallye, c'est le nouveau modèle. GT Performance, on a 600 chevaux, je pense 700 livres-pieds de couple, un peu plus que 600 chevaux, 700 livres-pieds de couple. On a surélevé le véhicule d'1 pouce avec la suspension Magna-Ride. On a des plaques de protection, un aileron en plastique en arrière, un mode rallye qui vient un peu modifier le mode unbridled, là, si on veut, le mode de conduite qu'on connaît déjà de la Mach-E. Écoute, tu parles, je vois le visage de Hugues avec toute sa passion. Écoute, j'essaie de mais qu'est-ce qu'on n'en a rien à foutre? Pour vrai, là. Mais, écoute, avant que tu me parles de ça, d'un Mustang Rallye à 110 000 veux-tu m'expliquer comment on va faire? Il n'est pas 110 000. Ben, si un Mustang... Oui, c'est vrai qu'on a baissé les prix. 75 000. 75, c'est ça. Mais il aurait été 110 il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Écoute, on l'a garoché sur la piste, l'école de rallye où est-ce qu'on était à Seattle. C'était vraiment le fun. Un véhicule qui a quasiment 5 000 livres, là, tout juste en bas de 5 000 livres. Et un contrôle très bon, là, un couple à bas régime qui est très agréable pour garrocher le char, si on veut, d'un bord puis de l'autre. Mais ça revient à la question de la pertinence de ce véhicule-là. Moi, j'aurais du fun en hiver avec... C'est sûr, ici, ça serait plaisant avec la garde au sol qui est un petit peu surélevée. Sauf que c'est plus comme un emblème, quelque chose de marketing qu'on veut essayer de booster le Mach-E, puis on met ce modèle-là là, dans la lignée. Mais avant d'aller jouer là-dedans, faudrait pas peut-être juste s'assurer qu'on a un véhicule fiable et efficace et compétitif versus... C'est ça. Et je regardais l'an dernier, 2023,
BZ4X avant le Mach-E, Ioniq 5 évidemment, tu tires de la balle. Donc, moi, je pense que c'est du côté, c'est pas l'habitabilité de ce véhicule-là, c'est pas la polyvalence, c'est un bon véhicule pour ça. C'est même pas la conduite puis le look, parce que c'est réussi. Ça fonctionne bien, c'est juste les technologies, on va dire, en âge électrique, elle pourrait être renouvelée. Oui, absolument. Donc, voilà. De mon côté, moi, j'ai mis à l'essai l'Equinox EV. Alors ça, c'est un véhicule dont on parle énormément. J'ai trouvé un peu dommage qu'on n'annonce pas le prix canadien de la version 1LT, parce qu'aux États-Unis, on s'est commis à dire qu'on aurait un Equinox sous les 35 000 US avant subvention. Ça voudrait dire quoi? 42, 43 canadiens? Peut-être. Puisque la version 2LT part à 48 199. Quand tu rajoutes tous les frais, c'est à peu près 51 000 canadiens. Okay. Traction. Et quand on me décrivait le véhicule, autonomie, espace intérieur, tout ça, roue motrice avant, j'ai fait OK, mais ça va tellement faire mal au Hyundai Kona. Parce que, grosso modo, l'espace intérieur est très semblable à celui d'un Hyundai Kona. Tu as un peu plus de coffre, un petit peu moins de place à l'arrière qu'un Kona, mais tu as un véhicule beaucoup plus gros, dont le format se rapproche beaucoup plus de celui d'une Ioniq 5. Mais tu es 500$ de plus qu'une Kona. Et tu as 100 km de plus d'autonomie. Et tu as un bien plus beau look. Là, le Kona, on s'entend pour dire que là-dessus, c'est une question de goût personnel. C'est une question de goût, mais Chevrolet a visé dans le mille avec ça. Mais évidemment, on veut se comparer à l'Ioniq 5, le V6, le Mach-E, le BZ4X, l'ID4. Et moi, de lever la main en disant, si ça se compare à tous ces véhicules-là, que fait le Blazer? Parce que là... c'est un intermédiaire... oui, mais le Mach-E puis le Blazer, c'est rivaux, tu sais, puis l'Aria. Alors, on se situe où? Moi, je veux dire, je comprends la vision de Chevrolet, mais en même temps, ce qu'ils ont entre les mains, c'est un véhicule où l'autonomie est supérieure à tout le monde, ou à peu près, en version traction, 459 km en version 4 roues motrices, mais 513 en version traction. Le prix est compétitif. L'équipement est assez complet. Honnêtement, tu n'as pas besoin d'aller dans une 3RS, une 3LT. Là. Un 2LT, c'est bien équipé, c'est très correct. Au niveau de la finition? C'est correct. Ça fait la job. Ça m'a déçu. Je vous en parlais la semaine passée. Ce qu'ils ont fait comme travail dans le Silverado, ça m'a déçu. C'est pour ça que je te posais la question. Mais dans l'Equinox, c'est beaucoup plus convenable. Il n'y a pas de craquement, de bruit de caisse. C'est un véhicule qu'on sent beaucoup plus solide. Et on n'a pas officiellement annoncé quel était le poids du véhicule, mais je suis obligé de te dire qu'on ne le sent pas tant que ça. Je le sentais plus dans un Blazer que dans ce véhicule-là. Fait que je pense qu'on a fait du bon boulot pour que le véhicule soit agréable à conduire. 150 kW au niveau de la vitesse de charge, fait que c'est 3 fois mieux que la Bolt. Parce que la Bolt est à 50. C'est pas aussi bien que l'Ioniq 5. Non, qui est à 225. Qui est à 220, là. Ouais. Mais à 150 kW, là, la majorité des bornes, c'est 150 kW. Tu as 500 km d'autonomie. C'est 3500 $ pour passer au rouage intégral. Le rouage intégral te coupe 55 km d'autonomie. Mais tu gagnes en puissance, tu as 288 chevaux versus 213, mais tu te trimbales plus de poids. Donc, au final, je te dirais que la puissance à 213 chevaux là-dedans, ça fait le boulot pour la très grande majorité des acheteurs. Puis on va pouvoir l'avoir, ce véhicule-là. Il va être disponible. On ne fournira pas à en livrer. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Puis, très hâte de voir la version 1LT arriver chez nous, qui va arriver, grosso modo, pour l'année modèle 2025. Probablement à peu près 1 an avant l'arrivée de la Bolt. Parce que si on vend une version 1LT à 42 43 000 canadiens, ça veut dire que la Bolt serait forcément sous les 40 000 à 36, 37, 38. Retire ensuite les crédits. Oh là là, on commence à jaser. De toute façon, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est ce genre de véhicule-là dont on a besoin. Ben oui. C'est abordable, beaucoup d'autonomie. Mais on a confirmé, par contre, chez Chevrolet, que la Bolt serait un petit VUS et non plus une voiture. Ça va être EUV qui va revenir. Ils n'utiliseront peut-être pas ce terme-là, mais vous comprenez que ça va être ce format-là. Et ça sera le cas aussi de la future Nissan Leaf. Ça ne sera plus une voiture, ça va être un pseudo VUS. Là. Alors, mais on va avoir un catalogue chez Chevrolet. Alors, Bolt, Equinox,
Blazer. Évidemment, Silverado, puis attendez-vous bien sûr à ce qu'il y ait l'équivalent d'un Tahoe IQ, là, comme on fait avec l'Escalade. Fait qu'on va avoir un catalogue complet, mais on va conserver aussi tout un catalogue de véhicules à essence. J'ai l'impression qu'on va aller chercher de sérieuses parts de marché. Ouais. Parce que pendant ce temps, chez Ford... Criquet. Pendant ce temps, chez Stellantis... Il n'y a rien qui se passe. Ça va faire extrêmement mal. On vise vraiment dans le mille et je ne serais pas surpris que ce véhicule-là soit finaliste comme véhicule de l'année parce qu'il coche toutes les cases. Là. Vraiment, là, c'est un produit qui... Autant le Silverado EV m'avait déçu, j'en parlais la semaine passée, autant ce produit-là, c'est pas un véhicule extraordinaire. Mais mieux adapté à son marché qu'il essaie d'aller chercher. Mais ça fait tellement le travail pour une vaste clientèle qui cherche des réponses. Parce que fait le calcul, ça coûte... un 2LT coûte essentiellement, en incluant les crédits, là, à peu près 5 000 de plus qu'un Equinox 1LT à essence traction. En incluant les crédits. Mais pour un consommateur, c'est 5 000 de plus, oui, mais tu as une bien meilleure valeur de revente. Puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, tu as rentabilisé ton achat en mettant pas d'essence. C'est ça. Fait que la question se pose pas bien. Puis tu n'as plus de contraintes d'autonomie, là. Sans compter pas dans ces chiffres-là, non. Sans compter qu'évidemment, je te compare ça avec l'Equinox actuel qui est assez dépassé, merci, mais là, on va sortir le nouvel Equinox à l'automne, essence, où là, la comparaison en termes de prix risque de se rapprocher encore plus. Fait que non, je pense qu'ils ont visé dans le mille avec ça. Certainement plus qu'avec un Mustang Mach-E Rally à combien? 74 995 plus les frais de livraison. Ou peut-être qu'un Wagoneer S. Un Wagoneers. Voilà, merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.